À l'âge de 46 ans, Pierre Elliott Trudeau n'a encore jamais passé plus de quelques années dans le même emploi. Et voilà que s'offre à lui le poste de premier ministre du Canada. Il a de bonnes chances d'être élu et ses amis l'incitent à se porter candidat, mais il ne sait pas trop s'il en a envie. J'étais d'abord Pierre Trudeau, l'homme privé, l'homme qui aimait bien sa solitude. Pierre Trudeau est entré en politique pour faire passer ses idées, sans plus. Mais il ne veut pas donner l'impression de fuir. Quand Marchand, Pelletier et lui se sont joints au Parti libéral, leurs amis leur ont dit « Attention, vous allez vous faire avaler ». Je pense que le fait qu'on ait avancé si vite dans ce parti-là, on s'est dit, bon Dieu, il y a un certain vacuum. Nos camarades à nous, en dehors de la politique, étaient étonnés de nous voir avancer si vite. Ça se faisait même pas aussi vite que ça dans le Québec nouveau de la Révolution tranquille. J'arrivais à un moment où le Canada, en 67, avait fêté son centenaire. J'arrivais au moment où le pays se sentait jeune et vieux et adulte en même temps. Mon enthousiasme collait avec la population. Pour ça que je dis toujours que la politique, c'est une question de chance, c'est d'être là au bon moment. En 1967, après une vingtaine d'années de vie publique, le premier ministre Lester Pearson décide de plier bagages et de poursuivre d'autres intérêts, comme le baseball. Il ordonne au parti de convoquer un congrès pour l'élection d'un nouveau chef au printemps 1968. Il ne manque pas de candidats pour lui succéder. Les aspirants ont tous un travers qui risque de nuire à leurs ambitions. John Turner, ministre de la Consommation, est trop jeune. Paul Martin, secrétaire d'État aux Affaires extérieures, est trop vieux. Robert Winters, ministre du Commerce, n'est pas tout à fait bilingue. Paul Hellyer, ministre de la Défense nationale, un peu trop fantaisiste. Mitchell Sharp, ministre des Finances, est peut-être le plus solide de tous les aspirants, mais sa gestion des finances publiques est contestée. Les candidats de langue anglaise sont aussi en rupture avec la vieille tradition libérale d'alternance entre chefs francophones et anglophones. En théorie, c'est au tour d'un francophone. Les yeux se tournent naturellement vers Jean Marchand, qui est certainement l'homme politique fédéral le plus en vue au Québec. C'était lui notre leader à nous, certainement le leader des Québécois. Et je prenais pour acquis, quoi qu'il avait déjà des réticences avant de partir. « Oh, tu sais, je suis pas très sûr, il faudra regarder ailleurs, etc. » Mais je me disais, bon, c'est une réticence naturelle, mais j'étais convaincu que je réussirais à faire changer d'idée à Jean Marchand. L'ancien chef ouvrier est assez sûr de pouvoir enlever la direction du parti, mais il doute qu'il puisse gagner les élections générales. Marchand favorise donc Trudeau. J'ai dû éclater de rire au premier abord, mais en disant que vous n'êtes pas sérieux. Mais à mesure que je m'apercevais qu'ils étaient sérieux, j'ai dû avaler de travers quelques fois. Pour le convaincre qu'il a la cote d'amour,
Les amis de Pierre Trudeau lui font une grande fête à Toronto. Trudeau charme l'auditoire. Mais on m'a convaincu de venir que ce serait une occasion de voir beaucoup de monde. Et je sais pourquoi je suis venu. Je dois vous dire que je ne pensais pas que la presse serait là. Le 13 février 1968, Pierre Trudeau téléphone à ses amis et leur dit qu'il ne posera pas sa candidature. Il leur suggère de se rabattre sur Paul Martin, qui peut, à la rigueur, passer pour francophone. Martin ne resterait sans doute pas longtemps à la tête du parti, ajoute-t-il, et un Québécois pourrait prendre le relais. Ses amis lui demandent de réfléchir davantage. Trudeau décide de faire une longue marche dans la neige. Souvent, dans le passé, cet exercice lui a porté conseil dans les moments difficiles. Je logeais au Château Laurier à ce moment-là, puis je me souviens, c'était la mi-février, une nuit de neige, encore une fois, et j'ai réfléchi beaucoup à ça. Au milieu de la nuit, j'ai marché bien 2-3 heures dans les bancs de neige, derrière le Parlement, derrière le ministère de la Justice, essayant de me décider si oui ou non je voulais m'embarquer là-dedans. J'avais peur de perdre ma sacro-sainte liberté, j'avais peur que je n'avais pas les capacités de le faire. Et cette nuit-là, j'ai dit, bon, on va prendre son souffle, puis on va dire oui. Il se rappelle avoir marché très tard cette nuit-là. Au matin, il déjeune avec Marchand et Pelletier qui ne lui demandent même pas sa décision tant il redoute sa réponse. 3 jours après, Trudeau annonce sa candidature. Oh oui. Si vous donnez les claques, ici? Oui, voyez là. Monsieur le Président, après mûre réflexion, j'ai décidé de poser ma candidature au poste de chef du Parti libéral du Canada. Étant donné que vous êtes à la tête de la Fédération libérale du Canada, j'ai cru qu'il était de mon devoir de vous en aviser le premier. Il ne reste que 7 semaines avant la date fixée pour le Congrès. Pierre Elliott Trudeau est le 9e à poser sa candidature à la succession de Lester Pearson. Veuillez accepter, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments est meilleure. Ça m'a pris un moment avant de signer, mais j'ai signé. Je ne m'étais jamais présenté à la présidence d'un parti, ni le Parti libéral, ni aucun autre. Je n'étais pas très sûr si c'était la même manière de procéder. Soulagé par le choix qu'il vient de faire, Pierre Trudeau décide qu'il ne prendra pas l'affaire trop au sérieux. Maintenant, je regarde des vieilles images, des vieilles séquences, et je m'aperçois que j'en remettais un peu beaucoup. Mais je m'amusais en politique et je faisais des entourloupettes qui étaient peut-être un peu m'as-tu vu, un peu fait pour la galerie. I don't give a damn. Étant un homme essentiellement très privé, lorsque je me trouvais devant la foule, j'étais un peu comme le cabotin sur la scène. J'avais besoin de cacher ma gêne ou une humilité qui était pourtant réelle, en mettant beaucoup d'épates dans ma performance. Les couches tard. Politics are fun. Je disais que c'était amusant pour moi, c'était presque un jeu noble, mais c'était une nouvelle carrière et dans ce sens-là, une nouvelle personnalité qui devait émerger. But the fun is over. You're now going to hear the main speech. Je faisais un peu gentil, je jouais un peu le jeune premier. Et ça, c'est pas l'aspect de ma carrière dont je me souviens avec le plus de grâce. Pierre Trudeau entreprend de faire campagne avec son slogan favori, « La raison avant la passion ». Mais il est rapidement entraîné dans une autre direction. Il devient l'objet d'une forme d'idolâtrie jusque-là réservée aux chanteurs de musique rock, la Trudeaumanie. J'étais pas en mesure de constater ce qui se passait lorsque les autres candidats passaient par les mêmes endroits.
Mais moi, je voyais en tout cas que spontanément, les gens venaient par foule pour m'écouter, surtout pour me regarder, je pense. Soit que mon défilé avant d'aller à l'Assemblée était bordé par toutes sortes de monde, ou soit qu'à l'Assemblée même, il y avait beaucoup d'enthousiasme. Trudeau ne dédaigne pas les bains de foule, mais il refuse de se prêter à certaines pratiques électorales. Embrasser des enfants, je n'ai jamais fait ça. On me demandait des fois de tenir l'enfant pour la photo. Je disais, je vais l'échapper, madame. Mais je vous embrasse volontiers, vous, parce que vous êtes une jolie femme et vous vous occupez de votre enfant vous-même. Il y avait des limites à mon enthousiasme, enfin, à mon désir de vouloir faire les choses clichés. Les politiciens embrassent les bébés. Je m'étais dit, j'en embrasserai jamais. Les bébés, c'est beau à voir, mais ça ne sent pas toujours bon. J'aimais bien les foules. C'était sincère, c'était authentique. J'aimais voir des gens joyeux autour de moi, ou même des gens hostiles, parce que ça faisait des affrontements intéressants. Mais il ne fallait pas exagérer. Il ne fallait pas me demander de faire 10 réunions dans la même journée, qu'après la 5 ou la 7e, je commençais de mauvaise humeur et intraitable. Au début d'avril 1968, les unités de choc de Pierre Trudeau arrivent en train à Ottawa pour le congrès au leadership. Le candidat mobilise toute la jeunesse du parti. Les jeunes occupent les postes clés dans son organisation. L'establishment du parti commence à ronchonner. La candidature de Pierre Trudeau compromet celle du ministre des Finances, Mitchell Sharp. Voyant le tapis glisser sous ses pieds, Sharp décide de se joindre au camp Trudeau. With Mr. Trudeau this afternoon, I'm more confirmed than ever in my support for him. Pierre Trudeau est encore reconnaissant de l'appui que Sharp lui a donné. I can recall the stories that were being spread about you. They forgot you were a rich man. They assumed that you were a communist who was going to disrupt the whole system of the country. And when we did make the decision, I had to make 2 telephone calls. One to you to tell you I was going to support you so that you weren't surprised. And secondly, to Claude Ryan. Because Claude Ryan was then the editor of Le Devoir, yes. And the following day he was going to support me for the leadership. Yes. And I had to phone him and say I wouldn't be a candidate. So he didn't follow you, following me? No. He went for Hilliard, didn't he? He went for Hilliard, yes. I think, if I may say so, I think it was anyone except you at that time. Dans les jours qui précèdent le Congrès, le bruit court qu'un mouvement se prépare à bloquer Pierre Trudeau. Il en est conscient. What can I do to stop the stoppers and what deals can I make? Got a great crowd. L'appui inattendu du premier ministre de Terre-Neuve, Joey Smallwood, donne un nouvel élan à la campagne de Pierre Trudeau. What I like about it is this man is going to bring us 1 million young men and women to the Liberal banner who without him wouldn't even bother to vote. À l'aréna d'Ottawa où le congrès a lieu, on règle les derniers détails de la mise en scène. Et le jeune premier fait son entrée. Sa candidature est largement improvisée et il ne sait vraiment pas s'il peut sortir gagnant de l'élection. Pierre Levasseur, diplômé en commerce, et une militante de gauche, Alison Gordon, faisaient partie de la troupe de Trudeau. Et on a enfreint beaucoup de règles sur la façon d'organiser une campagne, la façon de tenir un événement dans la salle. Et je pense en particulier à la décision qu'on avait prise où, à votre entrée, il n'y aurait pas de majorette, il n'y aurait pas de tambour. Pas de clairon. Et Alison, elle, avait contribué en faisant le design de votre poster qui ne ralliait pas tout le monde. Qui ne ralliait pas tout le monde et qui avait été disposé ici dans la salle. Et que de nombreux partisans se sont mis à agiter à ce moment-là. À un moment précis, hein? Ah, comme oui. s'il y avait eu un signal donné. Ça, il y a eu un signal. Il y a eu un signal. Ça, je peux vous dire qu'il y a eu un signal.
J'étais très content de voir que ça attirait une bande de non-professionnels, justement, parce que j'en étais moi-même. J'aimais pas les choses qui étaient trop préparées, qui étaient finalement un peu truquées. Et on avait l'air d'improviser tout ça. Le service des nouvelles de Radio-Canada transmet en direct ces reportages du Congrès. Et voici M. Trudeau qui s'était retiré tantôt, qui était allé se reposer dans sa roulotte derrière. Il revient aux applaudissements considérables d'une foule enthousiaste et il a pris place dans l'estrade où tout à côté de lui se trouve un certain nombre de ministres, de sénateurs, enfin de quoi constituer à peu près tout un cabinet. En somme, vous êtes confiant, vous êtes même un peu souriant, je crois. Oh ben, est-ce que j'ai cessé d'être souriant depuis le début de cette campagne électorale? Jamais, M. Trudeau. Je vous remercie infiniment. Les résultats du premier tour donnent l'avance à Pierre Trudeau, mais les jeux sont loin d'être faits. Le doyen des candidats, Paul Martin, frustré pour la 3e fois en 20 ans, est forcé de reprendre ses billes. Mais il ne se rallie pas au camp Trudeau. Les autres candidats et ministres de langue anglaise s'efforcent de monter une coalition pour bloquer Pierre Trudeau. Au deuxième tour, leur champion, Robert Winters, grimpe en 2e position à portée de tir de Trudeau. On essaie de convaincre le 3e dans la course, Paul Hellyer, de lui prêter main forte. Monsieur Maurice Sauvé vient de donner son appui au candidat Pierre Elliott Trudeau. Monsieur Sauvé, vous le savez, depuis le début de la campagne, appuyait le candidat Paul Martin. On voit monsieur Trudeau qui épingle au revers de la veste de M. Sauvé, et cela en se piquant légèrement le bout des doigts. Voilà, c'est McEachen, Alan McEachen, le ministre de la Santé, qui vient apporter son appui, qui vient offrir ses 165 délégués, ceux qui ont voté pour lui tout à l'heure, à Pierre Elliott Trudeau. Hellyer se fait tirer l'oreille par la secrétaire d'État Judy Lamarche, qui est obsédée par l'idée d'arrêter celui qu'elle tient pour un arriviste. It's tough, but what the hell's the point of going down and letting that bastard be there? Au 3e tour, Trudeau perd du terrain. Hellyer se range du côté de Winters. Les partisans de Winters supplient Turner de se retirer. Je viens de rencontrer M. Turner, qui est visiblement très énervé et qui n'a dit qu'une seule chose: je suis toujours dans la course. D'ici 10 minutes, les candidats qui décident de se retirer la course. Voilà Green qui appuie M. Trudeau. Au 4e tour, Trudeau a besoin de 1200 voix pour l'emporter. Pierre E. Trudeau, 1203. J'ai appris ça après, que des gens très sérieux qui sont devenus mes amis avaient avoué avoir pleuré dans la nuit après qu'on a gagné, en disant: ces gens-là nous ont arraché le Parti libéral, c'était notre Parti libéral. Je voudrais aussi que tous ceux qui nous ont appuyés, dans le parti ou hors du parti, qu'ils nous suivent tous ensemble pour que nous fassions un très grand gouvernement. Un gouvernement qui saura orienter le pays vers le progrès économique, vers le progrès social, et qui fera de la société canadienne une société juste. Le 17 avril 1968, le premier ministre Lester Pearson se rend à Rideau Hall et remet sa démission au gouverneur général Roland Michener. Pierre Trudeau est assermenté comme chef du gouvernement. Il emménage de l'autre côté de la rue au 24 Sussex. Il n'y descend qu'avec une seule valise. Trudeau n'a jamais voyagé avec beaucoup de bagages.
Ça faisait un peu curieux d'entrer à 24 Sussex. Depuis que j'avais quitté le Canada pour Harvard en 1944, j'avais jamais logé nulle part. Je logeais dans des turnes d'étudiants, je voyageais à travers le monde, je suis revenu, j'ai fait du syndicalisme à travers la province, je couchais dans les hôtels ou les chambres des gens. À Ottawa, je couchais à l'hôtel. Tout à coup, j'avais une maison à moi. Au printemps 1968, 3 jours seulement après avoir prêté serment comme premier ministre, Pierre Elliott Trudeau convoque des élections. Les foules répondent avec enthousiasme, un enthousiasme parfois voisin du délire. Dans cette multitude qui se presse sur les pas de M. Trudeau, les deux sexes et toutes les catégories d'âge sont représentés. Dans quelle mesure cet engouement se traduira-t-il par des suffrages le 25 juin prochain? Chose certaine, c'est que si M. Trudeau abaissait à 12 ans l'âge du vote, il connaîtrait une victoire écrasante. C'est moins une bataille électorale qu'un couronnement. La Trudeaumanie est à son comble. Je me souviens surtout d'une réunion à Victoria. Je suis descendu en hélicoptère sur un parc en forme de colline. Et il y avait des milliers de gens là. J'ai dit, à Victoria, c'est pas possible. Et je faisais des discours, à mon avis, plutôt indifférents, un peu enthousiastes, mais c'était pas des chefs-d'œuvre oratoires. Mais les gens venaient quand même. Alors, faut croire que c'était un peu l'esprit de l'époque. Peut-être tout à coup, ils voyaient un Canadien du Québec qui baragouinait l'anglais aussi bien qu'eux. Alors, ils disaient, mon Dieu, il se passe des miracles. J'étais souvent conscient du fait que on avait créé une espèce d'escalade des espérances. On parlait de changement. Alors les gens y croyaient, ils voulaient du nouveau, mais je pense qu'on savait tous que du nouveau, on ne pourrait pas en produire tous les jours. Pourquoi, je disais souvent, j'arriverai jamais à satisfaire ces gens-là. Alors je prenais toujours un peu de temps pour dire qu'on ne fera pas de la magie, qu'on n'était pas des magiciens, puis il n'y aura pas de mirage, qu'on allait suivre certains principes. Et c'était la partie sérieuse de mes discours. L'adversaire de Trudeau, Robert Stanfield, a été élu chef du Parti conservateur un an plus tôt. En comparaison de Trudeau, l'ancien premier ministre de la Nouvelle-Écosse est austère et empesé. C'est un honnête homme, c'est un homme posé, c'est un homme réfléchi, c'est un homme qui faisait pas d'esbrouf. La Trudeaumanie, ça me gênait. Je trouvais que ça me donnait un avantage qui n'était pas basé sur mes idées profondes et mes ambitions réelles et justifiables, mais c'était basé sur l'aspect comédie de tout ça, alors que lui, c'était un homme sérieux. En 1968, le Parti conservateur, cherchant à amadouer les nationalistes québécois, parle du Canada comme d'un contrat social entre deux nations, l'anglaise et la française. Pierre Trudeau estime que c'est un flirt dangereux avec le séparatisme. Au Canada anglais, Trudeau passe pour un homme qui saura mettre le Québec à sa place, et il est à la hauteur de cette réputation. Well, I am trying to put Quebec in its place, and the place of Quebec is in Canada, nowhere else. C'est une idée que je méprisais, cette idée que les Canadiens français ne sont pas capables de confronter les autres et de remporter la victoire. C'est pas dans l'esprit de mes ancêtres, ni de ceux de la plupart des Canadiens français. C'était des gens qui allaient découvrir les Rocheuses, qui allaient en canot jusqu'à la baie d'Hudson, qui sont descendus le Mississippi jusqu'à Nouvelle-Orléans, jusqu'au golfe du Mexique. Cette idée de se renfermer parce qu'on est menacé par qui? Les Anglais, ils sont pas si mauvais que ça. Et les protestants non plus. Et les Juifs non plus.
Au Québec, les idées de Trudeau provoquent les nationalistes. On dit qu'on veut un Canada uni, un Canada prospère. Et un Canada uni, ça veut dire que les citoyens de toutes les provinces sont chez eux dans tout le pays et que les deux langues sont officielles, le français et l'anglais. Et vous direz, messieurs, que vous tombez singulièrement mal parce que dans cette campagne où je suis allé dans toutes les parties du pays et où j'ai pu parler français dans toutes les provinces, dans mes assemblées, et où j'ai été respecté quand je parlais en français, je trouve un peu singulier qu'ici, dans la province de Québec, des gens aient assez peu le sens de la honte pour ne pas rendre la politesse à ceux qui leur parlent en leur propre langue. En mai 1968, aux funérailles d'André Laurendeau, l'ancien rédacteur en chef du Devoir, des manifestants s'en prennent directement à Pierre Trudeau. Pelletier et moi, et Marchand aussi, je crois, nous sortions de l'église et dans la foule, les deux côtés de l'allée, il y avait des gens qui nous criaient « Maudit traître, retournons à Ottawa », etc. Alors, j'étais ému déjà par l'occasion des obsèques et la perte d'un grand Canadien. Et déjà, on nous traitait de traître, j'ai trouvé ça un peu brusque. Alors, je leur ai dit, écoutez, c'est des gens comme vous qui provoquent la violence et qui la causez. Tenez-vous tranquille, vous risquez vous-même d'être les victimes de la violence si vous continuez comme ça. Ils sont à peu près 10 là, qui crient le Québec aux Québécois. Il y a à peu près 6 pancartes du NPD qui sont allés se passer avec eux autres, là. Il est certain que notre nationalisme est né parce que la société anglo-canadienne, qui était majoritaire ici, n'a pas permis que la démocratie serve aussi bien qu'elle aurait dû les valeurs importantes de la société canadienne-française. Alors le nationalisme est une réponse à cet échec de la société antérieure. Sur le diagnostic, remarque bien, je suis d'accord probablement avec les indépendantistes. Je trouve qu'il y a un certain nombre de choses qui vont mal, comme eux. Je trouve que la faute est largement aux Anglo-Canadiens, comme eux. C'est sur les remèdes qu'on n'est pas d'accord. Je vis dans une société donnée, j'essaie de trouver des solutions heureuses pour cette société. Mais j'ai jamais pensé qu'un homme politique, dans un État libre, dans un État démocratique, devait essentiellement se définir en fonction d'une race ou d'une ethnie. Je trouve que c'est justement l'erreur de ceux qui m'accusent, par exemple, de ne pas parler au nom des Canadiens français. Ils supposent qu'un politicien n'est pas le représentant du peuple, mais le représentant d'une ethnie. Et moi, je trouve ça faux. Ça ne m'insulte pas qu'on me dise que je ne suis pas un digne représentant des Canadiens français. Je ne prétends pas l'être. Je prétends parler au nom de toute la collectivité, qui inclut bien d'autres choses que des Canadiens français. Le conflit entre Pierre Trudeau et les séparatistes atteint son point culminant la veille des élections, au défilé de la Saint-Jean à Montréal. Le premier ministre est invité au défilé, mais tout le monde est loin d'être d'accord. Si nous protestons contre le fait qu'il soit au fait du Canada français, c'est que lui-même refuse d'accepter l'existence de la nation canadienne-française ou québécoise comme telle. Il le dit. Pierre Bourgault est le principal porte-parole du mouvement indépendantiste. La nation canadienne, en principe, c'est le 1er juillet, ce n'est pas le 24 juin. Le 24 juin, c'est la fête des Canadiens français. Je ne peux pas admettre que je ne puisse pas aller dans ma ville natale où j'ai grandi, où j'ai fait mes études, et aller à la Saint-Jean-Baptiste, à laquelle j'assiste depuis que j'ai l'âge de 6 ans, du balcon du Club Saint-Denis dans le temps. J'y vais, alors débrouillez-vous. Je m'attendais bien à quelques points levés qu'il y avait d'ailleurs et quelques slogans criés à notre tête. On était beaucoup de notables dans l'estrade. Il y a des projectiles qui maintenant volent en tous sens et les invités de l'estrade d'honneur rentrent à l'intérieur. Je pense, Henri, que nous devrions terminer ici. Monsieur Trudeau insiste, il veut demeurer sur place. Je te prenais ma vanne, c'était de l'entêtement. J'ai été invité, je reste, comme dans Les Enfants du Paradis. Je ne suis pas un homme qu'on expulse, moi. L'audace qu'il affiche en tenant tête, seul, aux manifestants, donne à sa campagne électorale un dénouement dramatique.
j'imagine plusieurs centaines de personnes arrêtées et certainement plusieurs dizaines de blessés. Le Québec avait eu le samedi de la matraque, nous avons eu le lundi de la matraque. Le lendemain, la scène est reproduite par tous les médias du Canada. Le premier ministre dépose son bulletin de vote dans la salle d'armes du manège Donnacona, rue Drummond. Le soir des élections, la télévision de Radio-Canada est muette. La société a suspendu Claude-Jean de Virieu, l'auteur du reportage des événements de la veille, qu'elle jugeait tendancieux. Par solidarité, ses collègues du service des nouvelles ont débrayé. Investi d'un mandat clair, le premier ministre Pierre Elliott Trudeau entreprend de mettre en œuvre le programme de Société juste qu'il a exposé durant sa campagne. Il modifie d'abord le fonctionnement de l'exécutif du gouvernement. Dorénavant, les ministres seront informés de tous les dossiers. Plus démocratique, le nouveau mode de fonctionnement est aussi plus lourd. Les réformes n'avancent qu'à pas de tortue. Pierre Trudeau remanie aussi l'organisation du bureau du premier ministre. Son premier secrétaire, Marc Lalonde, devient chef de cabinet. Marc Lalonde est un des rares à avoir servi à la fois Pierre Trudeau et son prédécesseur, Lester Pearson. M. Pearson est un bonhomme qui avait grandi dans l'administration publique, qui connaissait chacun des premiers ministres par leur prénom, qui connaissait même des centaines de fonctionnaires, et alors qui pouvait nager dans ce système-là très facilement. Et même si son bureau était un peu comme une gare, avec tout le monde qui rentrait et sortait à la queue leu et souvent les uns et les autres en même temps, il réussissait malgré tout à se débrouiller là-dedans. Il passait sa main dans le visage comme ça, puis première chose que tu savais, il y avait une solution. T'sais. Et c'est à ce moment-là qu'on a essayé de rationaliser beaucoup plus le système gouvernemental. On a augmenté substantiellement le bureau du premier ministre. On a augmenté le bureau du conseil privé de façon à ce que ça ne soit pas juste des gens qui tiennent des notes des décisions du cabinet, mais qui préparent, qui suivent de près ce qui s'en vient, qui donnent des bons briefings au premier ministre, qui s'assurent que les différents ministères ont été consultés, les différents ministres ont été consultés. Et tu avais approuvé la mise sur pied d'un système de comité du cabinet qui permettait aux ministres d'étudier abondamment, en profondeur, les questions avant d'amener des décisions au cabinet. Ce dont beaucoup de ministres se plaignaient du temps de M. Pearson. Le premier ministre et sa nouvelle équipe décident en priorité d'implanter le français dans l'administration fédérale. Pierre Trudeau confie à son vieil ami Gérard Pelletier, devenu secrétaire d'État, le soin d'établir la politique de bilinguisme. J'écrivais ça dans Cité libre dans le temps. On ne demande pas les merveilles, on demande seulement que les francophones puissent s'adresser à leur parlement, à leurs parlementaires, à leur gouvernement à qui paient des impôts, qu'ils puissent le faire en français. Et encore quelques années après être arrivé à Ottawa, on voyait arriver des gens d'un comté de Montréal ou du Québec et qui étaient reçus comme des chiens comme dans un jeu de quilles. Ils s'adressaient aux portiers ou aux policiers en faction, puis ils ne pouvaient pas s'exprimer en français. Alors tout ça, ça a changé dans une période très rapide. Des milliers de fonctionnaires sont contraints de prendre des leçons de français. Le programme n'a pas le succès escompté et il est finalement abandonné. J'ai mal à la tête. Mais le bilinguisme est resté de rigueur dans la fonction publique fédérale. J'ai mal à la tête. C'est ça, la loi des langues officielles. Ça n'imposait à personne d'être bilingue. Ça disait simplement, si vous voulez parler à votre gouvernement fédéral dans votre langue, vous pouvez. C'est tout. Ça supposait, par contre, que les fonctionnaires fédéraux puissent, au moins à un certain niveau et à un certain poste, puissent, eux, répondre aux fonctionnaires ou bien à leurs collègues de langue française qui voulaient leur écrire un mémoire en français. Le deuxième volet de la Société juste est d'ordre économique. Pour aider et développer les régions défavorisées, Pierre Trudeau crée le ministère de l'expansion économique régionale. Il y aura dans la loi tous les instruments de planification ou d'expansion économique régionale. Trudeau en confie la direction à Jean Marchand.
La mesure ne répond pas non plus aux attentes qu'elle a fait naître. Dans l'ensemble, on n'a pas réussi à rééquilibrer le pays d'une mer à l'autre. Mais certainement qu'on voyait des effets bénéfiques. Quand il a pris la tête du gouvernement, Pierre Trudeau avait une idée assez nette de ce qu'il ferait en politique intérieure. Mais il est plus tâtonnant en politique extérieure, où son prédécesseur, Lester Pearson, n'était pas ses maîtres. Eh bien, j'avais commencé fort naïvement, sans connaître beaucoup le domaine des relations internationales vu du point de vue des gouvernements. Mais mes principes étaient les mêmes au début qu'à la fin. C'est que je croyais qu'un pays de grandeur moyenne comme le Canada ne pouvait pas changer la face du monde. Mais dans certains endroits, il pouvait au moins, et il devait, selon moi, mettre de l'avant les principes de paix et de justice. Savoir si les grands de ce monde les écouteraient ou les respecteraient, c'est une autre question. Mais j'ai toujours péché, disons, par excès d'idéalisme plutôt que par excès de réel politique dans le domaine des relations internationales. Pearson s'était donné du mal pour faire plaisir au président des États-Unis. Pierre Trudeau, lui, pense que la politique du Canada marche trop souvent au pas des Américains. Un des héritages les plus importants de Pearson, c'est l'Alliance des pays de l'Atlantique Nord. Pierre Trudeau veut réformer l'OTAN. Il y avait beaucoup de gens qui disaient on est entre l'Union soviétique et les États-Unis, les deux super grands. Peut-être on devrait être neutre entre les deux plutôt que de pencher d'un bord plutôt que de l'autre. Il y avait des discussions dans les milieux d'où je sortais, dans les universités, etc. Alors j'ai dit, bon, examinons ça objectivement, froidement. Avant de se joindre au Parti libéral, Pierre Trudeau avait toujours réclamé la dénucléarisation du Canada. Il est déterminé à retirer à l'aviation canadienne sa capacité de première frappe nucléaire. Mais Trudeau doit surmonter bien des résistances pour y arriver. En 1968, Pierre Trudeau envisage aussi de rompre avec l'OTAN. Mon argument à propos de l'OTAN, c'était que nous étions à plus de 20 ans après la Deuxième Grande Guerre. Les pays qui avaient été détruits en Europe avaient été reconstruits grâce en partie au plan Marshall, que c'était maintenant du grand monde et qu'ils pouvaient se défendre sans que le Canada nécessairement ait des troupes sur place. Le retrait de l'OTAN aurait entraîné le retour des 10 000 soldats canadiens basés en Europe. La perspective est loin de sourire aux alliés du Canada. Après mûre réflexion, Pierre Trudeau décide que l'engagement militaire canadien en Europe sera réduit de moitié, mais que le Canada restera membre de l'OTAN. Plutôt que d'avoir seulement un partenaire dans le dialogue militaire, Washington, nous pouvions agir sur l'ensemble des pays de l'OTAN et avoir des solutions peut-être justement de compromis plutôt que toujours aller dans le sens des États-Unis. Le nouveau premier ministre du Canada fait une entrée remarquée à la conférence des premiers ministres du Commonwealth à Londres en 1969. De l'autre côté de l'Atlantique, il est l'objet de la même attention du public et de la presse. Mr. Wilson waiting patiently at the door of number 10 for his guest to arrive. But Mr. Trudeau stepped out of the wrong side of the car and dashed across the street to shake hands with a group of tourists. Mr. Wilson, still smiling, kept on waiting. Then they disappeared into number 10 for work. But it hasn't been all work for Mr. Trudeau in London. Here, as in Ottawa, he's taking out the beautiful girls. But here at number 10, not birds, but business. Serious talks about NATO. Dans les réunions du Commonwealth, qui ont commencé, ma première c'était en 69, une année après mon élection, j'essayais d'y appliquer les données
que j'appliquais au Canada, un peu plus de justice, un peu plus d'égalité, un peu plus de liberté. Mais c'était encore une fois, c'est peu à peu que je me suis vu entraîner dans les relations extérieures et je me suis aperçu que dans le monde où je vivais, la politique étrangère ne pouvait pas être complètement détachée du chef du gouvernement. Je pense que les Canadiens en général, c'est un pays qui respecte la paix et comme c'est pas une superpuissance, nous n'avons pas la responsabilité de l'imposer un peu partout dans le monde, alors nous pouvons aider plutôt en prêchant ce qui est juste plutôt qu'en pratiquant ce qui est agressif. Depuis le jour de son entrée en politique jusqu'à la fin de sa première année au pouvoir, Pierre Trudeau a vécu avec les médias une sorte de lune de miel. Tout ce qu'il faisait trouvait grâce aux yeux de la presse. L'affaire se gâte quand la presse jette un regard indiscret sur sa vie privée. Le premier ministre riposte. Je trouve que la presse française a été très correcte. Elle se mêle rarement de ma vie privée, de ma vie personnelle, et je voudrais l'en féliciter. Je ne peux pas en dire autant de la presse anglophone, tant d'Angleterre que du Canada. Je trouve qu'elle s'est conduite d'une façon singulièrement dégueulasse, qu'elle le fait depuis un certain nombre de mois, en embêtant beaucoup des personnes avec qui je suis vu en public. Je prends comme position que je suis peut-être un homme public, mais je ne suis pas la propriété du public. Et je ne vois pas pourquoi, parce qu'un homme est en politique, on devrait le respecter moins que s'il ne l'était pas. Je ne me fiais pas trop aux médias, à la presse en particulier, parce que c'était des entreprises pour faire de l'argent plutôt que pour véhiculer des idées. Les médias, les journaux en particulier, par définition, veulent plaire à leurs lecteurs et ne veulent pas trop les choquer. Eh bien, je dis, je suis en politique pour en choquer quelques-uns. Vous avez dénoncé récemment à la télévision anglaise, ça a fait son tour de presse d'ailleurs, la qualité du français parlé dans la province de Québec. Est-ce qu'en agissant ici, vous ne... La presse de langue française, quant à elle, l'accuse de mépriser les Québécois. Pourquoi est-ce qu'ils ont tous voté pour moi pour nous donner 14 sièges sur 75 dans les dernières années? J'ai l'impression qu'il y avait un courant de sympathie entre nous. Je pense que quelques journalistes ont essayé de faire cette thèse-là, que les Québécois, je les détestais, puis eux me le rendaient bien. Je méprisais bien certains leaders séparatistes et ultranationalistes, mais eux me le rendaient bien aussi. Mais les Québécoises, quand on dit « le Québec veut telle chose », mon œil... Bien sûr, c'est pour ça que j'essaie de faire en sorte que les Canadiens français cessent d'avoir ce complexe de minorité, ce complexe de colonisé qui est uniquement dans l'esprit, comme je vous le dis. On est colonisé si on pense qu'on est colonisé. On est une minorité si on pense et qu'on dit qu'on est une minorité. Si on dit « Batèche, on n'est pas nombreux, mais on ne se fera pas mener par les autres, on va y aller à Ottawa, puis on va imposer nos façons de voir, puis le bilinguisme, on va l'imposer aux gens. » Puis si on le fait, tu peux pas faire ça si tu as le complexe de la minorité parce que t'es chien battu. Oui. Y a peut-être des gens qui ont ce complexe, c'est pas le mien, puis c'est pas le nôtre. Vous, ça vous laisse dans une position, là, un peu... Donc le Tom, comme on l'a dit dans la presse anglophone. Non, c'est pas la presse anglophone qui dit ça, c'est des gens comme vous. Non, j'ai lu ça dans le Globe and Mail, M. Trudeau. Il doit citer des Canadiens français, à ce moment-là. En 1969, Pierre Trudeau commence aussi à éprouver des ennuis à la Chambre des communes. Il a vu des ministres québécois se faire mettre en pièces au Parlement et il n'a pas du tout envie de subir le même sort. J'étais un peu outré par le climat qui régnait dans les parlements à ce moment-là. Ça avait commencé, dit-on, dans les querelles entre deux premiers ministres qui m'avaient précédé, l'un dans le Parti conservateur, l'autre dans le Parti libéral, mais il y avait beaucoup de cris, beaucoup de tapage, beaucoup de désordre. Alors ça, j'allais en politique pour que la raison passe avant la passion, puis voici qu'on se lançait des injures, des insultes à travers la Chambre, et j'y succombais un peu, moi aussi. Il s'attire les foudres des députés de l'opposition en les traitant de vauriens. Je disais à un moment donné, quand les députés me traitaient de fasciste
dégueulasse. Vous dites ça parce que vous cherchez l'attention, vous êtes une bande de vauriens dès que vous quittez. Je pense que je voulais ajourner la chambre pour l'été ou quelque chose du genre, en me disant « Ah, non, on a du travail à faire, etc. » Faites pas les hypocrites. Il y a chez Pierre Trudeau des traits de personnalité qui irritent le public, en particulier le public des provinces de l'Ouest. La société juste passe mal la rampe dans cette partie du pays. Les fermiers de l'Ouest organisent une manifestation monstre contre Trudeau et le bombardent de blé. Et on disait, tu comprendras jamais l'Ouest. C'est vrai, je comprendrai jamais la nature humaine, mais j'ai toujours essayé et j'avais une façon d'être un peu particulière. Je posais toujours des questions. Une fois, j'ai eu le malheur de... Lorsque les gens de l'Ouest se plaignaient, il y avait une mévente du blé, puis une question qu'on m'a posée après une assemblée, mais pourquoi est-ce que vous ne vendez pas notre blé? J'ai dit, pourquoi est-ce que je vendrais votre blé? Et moi, j'attendais sa réponse. Mais je pense que cette façon de toujours répondre à une question par une autre question, ça marchait à la Chambre des communes, ça marchait avec les journalistes. Mais quand on nous voit arriver du Canada central, là, ce Canada qui exploite l'Ouest, et surtout quand on nous voit arriver en francophone, on n'aime pas cette façon de faire la dialectique. Alors, je faisais assez souvent des bourdes comme ça. On le trouve arrogant et indifférent à la misère des petits. Mais là, le gouvernement, Côté et surtout notre cher premier ministre, nous a mis le gun sur la table à nous autres. Il a dit, vous avez été des bons petits moutons, vous avez été des bons petits gars tranquilles. Là, j'ai plus besoin de vous autres. C'est leur force à eux faire du trouble dans la province de Québec pour aller chercher du vote dans l'Ouest. Mais ils n'auront pas la peau des gars de la Palme. Au Québec, les gars de la Palme, en grève contre un sous-traitant du ministère des Postes, font de Pierre Trudeau leur bouc émissaire. Vers 1h-5, M. Trudeau, il a sorti, il a passé devant la ligne de piquetage avec son Cadillac. C'est vrai, il y a certains de nos gars qui ont crié « shoot ». Mais M. Trudeau, il a fait baisser la vitre de son Cadillac, puis il a fait signe avec ses mains, puis il a dit, je m'en excuse l'expression, parce que moi je respecte les gens qui nous écoutent parler, bien plus que M. Trudeau pour respecter les travailleurs, il a dit « mangez de la merde ». Le mépris ouvert à l'endroit du premier ministre est un phénomène nouveau dans une société qui péchait plutôt par excès de déférence. En général, le public a tendance à situer le chef du gouvernement hors de la réalité. Pierre Trudeau comprend ce sentiment. Il lui arrive même de le partager. J'entrais à la maison du Premier ministre. J'étais un autre homme. J'étais un gars qui aimait encore lire la poésie et les classiques. Mais et dans ces moments-là, j'avais comme des visions de cet autre homme qui s'appelait encore lui aussi Pierre Trudeau, qui jouait sur la scène politique. C'était amusant de le voir, et c'était pas moi, hein. J'étais un autre personnage. J'avais le moyen de partager ma vie en tranches. Et dans une tranche, c'était l'homme politique qui était passionné, qui était imbu de certaines idées. Dans l'autre, c'était le type dilettante ou un peu relax qui aimait bien la campagne et qui partait en canot quand il pouvait avec ses amis. Et dans ce sens-là, je pense que ça m'empêchait d'avoir des ulcères. J'arrivais jamais à la maison avec un problème sur le cœur et j'avais jamais d'insomnie en me disant qu'est-ce que je vais faire demain pour résoudre telle difficulté qu'on vient de rencontrer. J'étais chez moi, je dormais, je mangeais, je lisais. Et quand le lendemain matin, je retournais au bureau, au Parlement, c'était un autre personnage. La première année de Pierre Elliott Trudeau à la tête du gouvernement est une année très agitée. C'est aussi l'année où le Parti québécois fait son entrée sur la scène politique. Dans un instant, les informations au téléjournal, suivi du magazine Le Point.